Après une décennie marquée par des doutes et des tentatives incessantes, une nouvelle lueur d'espoir brille dans la quête pour comprendre le destin du vol MH370. L'énigme entourant cette tragédie pourrait être plus proche d'être résolue. Bien que les années aient passé, la douleur et l'incertitude sont restées vives. Aujourd'hui, de façon inattendue, un nouvel indice a fait surface. L'attente grandit à mesure que nous nous rapprochons de la vérité dans cette histoire qui a marqué le monde. Préparez-vous, car nous allons explorer la toute dernière découverte qui pourrait enfin apporter des réponses à ce mystère inoubliable. Perdu dans la nuit, la disparition du MH370. Notre histoire commence aux premières heures d'une froide matinée de mars, en 2014. Tout a commencé exactement à minuit 41, dans la nuit du 8 mars. Un grand avion se préparait à décoller, le vol 370 de la Malaysian Airlines. Tout était prêt pour qu'il parte de l'aéroport international de Kuala Lumpur, en direction de Pékin, en Chine, mais il devait atterrir à l'aéroport international de la capitale. Le voyage ne devait pas durer très longtemps. Il devait durer un peu plus de 6 heures, du début à la fin. Le grand avion qu'il utilisait pour ce voyage était un Boeing 777-200 qui volait déjà depuis 12 ans. Le pilote de l'avion était le capitaine Zahari Ahmad Shah, un pilote de 53 ans, très expérimenté et compétent. Le capitaine Zahari pilotait depuis très longtemps, totalisant plus de 18 000 heures de vol. Il connaissait bien cette route et il adorait vraiment voler. Il partageait toujours des histoires sur ses vols et parlait de combien il aimait les avions sur les réseaux sociaux. Avec lui dans le cockpit se trouvait le premier officier, Farik Abdulhamid, un pilote plus jeune de 27 ans, qui avait une expérience de 2763 heures de vol. Il y avait aussi 10 agents de bord à bord, prêts à s'assurer que les 227 passagers, dont 5 jeunes enfants, fassent un voyage sûr et confortable. Bien que la majorité des passagers soient originaires de Chine, l'avion formait une petite communauté internationale, transportant 38 personnes de Malaisie ainsi que d'autres d'Indonésie, d'Australie, d'Inde, de France, des États-Unis, d'Iran, d'Ukraine, du Canada, de Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, de Russie et de Taïwan. Le grand avion a accéléré sur la piste 32R et s'est élevé dans le ciel, disparaissant dans la nuit en direction du nord-est, où il survolerait la vaste mer de Chine méridionale. Dès qu'il a atteint son altitude de croisière, à 10,67 km, l'équipage a contacté le contrôle du trafic aérien de Kuala Lumpur pour dire que tout se passait bien. Peu de temps après, alors que l'avion était sur le point de pénétrer dans l'espace aérien vietnamien, le contrôle du trafic aérien en Malaisie a envoyé un message d'adieu standard, comme un « bonne nuit » avant d'éteindre les lumières. Le capitaine Zahari a répondu par « bonne nuit, Malaisie 370 », qui est la formule habituelle utilisée par les pilotes pour dire au revoir lorsqu'ils quittent une zone de contrôle aérien pour en rejoindre une autre. Mais c'est ici que nous commençons à entrer dans l'inconnu. Lorsque l'avion est entré dans l'espace aérien vietnamien, il a disparu du radar. Son transpondeur s'est soudainement arrêté de fonctionner. Cet équipement est responsable de transmettre toutes les informations sur l'état actuel de l'appareil au tour de contrôle au sol. Cette panne a transformé l'avion en fantôme dans le ciel. Le contrôle du trafic aérien a perdu toute notion de sa position ou de ce qui se passait à bord. C'était comme si, en un clin d'œil, l'avion était entré dans l'ombre, laissant tout le monde confus et inquiet. Mais l'histoire devient encore plus étrange et mystérieuse. Avant la disparition de l'avion, personne à bord n'a envoyé le moindre signal de détresse. Il n'y a eu aucun rapport indiquant un mauvais temps ou un quelconque problème avec l'avion. Puis, vers 1h30 du matin, l'inattendu s'est produit. Militaires et civils qui surveillaient les radars en Malaisie ont de nouveau aperçu l'avion, mais quelque chose clochait. L'avion n'était pas là où il aurait dû être. Il a fait quelque chose de vraiment surprenant. Il a fait demi-tour et a commencé à repartir dans la direction opposée. Puis il a viré vers le sud-ouest à travers la péninsule malaise, une vaste région couverte de forêts et de terres, mais ce n'est pas tout. L'avion va encore changer de direction et a effectué un autre virage, cette fois vers le nord-ouest, traversant une grande étendue d'eau appelée le détroit de Malacca. À ce moment de confusion,
le pilote d'un autre avion a tenté de contacter le vol 370. Il a utilisé un canal d'urgence spécial pour essayer de transmettre un message de l'équipe de contrôle de l'espace aérien du Vietnam. Il demandait à l'équipage du vol 370 de les contacter. Le pilote de l'autre avion a réussi à établir une sorte de connexion, mais la conversation qu'ils ont eue n'était pas claire. Au lieu de mots, tout ce qu'ils ont entendu, ce furent des bruits étouffés et des grésillements, ce qui a rendu la situation encore plus étrange et effrayante. Ensuite, dans les premières heures du matin, alors que tout est généralement calme, quelque chose de surprenant s'est produit. À 2h22, les militaires malaisiens qui surveillaient l'espace aérien ont perdu la trace de l'avion. Cela s'est produit dans un endroit mystérieux appelé la mer d'Andaman. Le fait que le radar soit soudainement devenu silencieux était un indice inquiétant que quelque chose de grave avait dû se passer à bord. Mais les choses sont devenues encore plus sinistres à 2h40 du matin, lorsque les contrôleurs aériens, chargés de surveiller les avions, ont reçu des nouvelles choquantes. Ils ont contacté la Malaysia Airlines et ont dû informer la compagnie aérienne de quelque chose que personne n'aimerait avoir à annoncer. Le vol 370 avait disparu du radar et il n'arrivait plus à le détecter. En entendant cela, Malaysia Airlines a été vraiment inquiet. Ils ont lancé une recherche frénétique pour retrouver l'avion. La compagnie a fait appel à tous ceux qui pouvaient aider, d'autres contrôleurs aériens, des avions dans le ciel, toute personne susceptible de savoir quelque chose. Ils étaient désespérés de trouver le moindre indice sur l'endroit où le vol 370 pouvait se trouver. Lorsque le soleil a commencé à se lever à 5h30 du matin, la recherche est devenue encore plus intense. Les équipes qui cherchaient l'avion faisaient vraiment tout leur possible. Elles se sont concentrées sur deux endroits principaux, la mer de Chine méridionale et le golfe de Thaïlande, les derniers endroits où l'avion avait été en contact. Le 19 mars 2014, différents types de témoins oculaires ont commencé à apparaître. Des pêcheurs, des ouvriers de plateformes pétrolières, des habitants de lieux comme l'atoll de Kudahuvadhoo et les Maldives, tous ont déclaré avoir vu quelque chose. Il affirmait avoir vu un avion qui ressemblait au vol 370. Certains de ces témoignages étaient vraiment très détaillés. Un pêcheur près de la côte de Kota Bharu, par exemple, a rapporté avoir vu un avion voler anormalement bas, ce qui était à la fois étrange et inquiétant. La recherche dans les eaux silencieuses du Vietnam. Au loin, à près de 3000 km au sud-est d'un endroit appelé Wong, quelque chose de troublant s'est produit. Un travailleur sur une plateforme pétrolière, qui ne faisait que son travail habituel, a levé les yeux et a vu quelque chose qui lui a fait bondir le cœur. Il a rapporté avoir vu des flammes dans le ciel, tôt le matin, quelque chose que personne n'attend ni ne souhaite voir. Les autorités vietnamiennes, en entendant son histoire, ont estimé que c'était suffisamment sérieux pour agir. Ils ont lancé une mission de recherche et de sauvetage, dans l'espoir de découvrir ce que pouvait bien être cette vision effrayante dans le ciel. Pendant ce temps, des pêcheurs indonésiens ajoutaient au mystère avec un autre témoignage alarmant. Ils ont affirmé avoir été témoins de la chute d'un avion près du détroit de Malacca. Cela a ajouté une nouvelle couche de confusion et de peur à l'affaire déjà impressionnante du vol 370. Au départ, les efforts de recherche se sont concentrés sur la mer de Chine méridionale. C'était l'endroit le plus logique pour commencer, puisque c'était là que l'avion était censé voler. Mais, soudainement, tout le monde a été pris de court. De nouvelles informations ont révélé que le vol 370 s'était considérablement écarté de sa trajectoire initiale et se dirigeait en réalité vers l'ouest. Cette révélation a complètement changé le cours de l'enquête. Les zones de recherche ont été élargies pour inclure de nouvelles régions, comme le détroit de Malacca et les mystérieuses profondeurs de la mer d'Andaman. Plus tard, un autre indice crucial est apparu, les signaux que l'avion disparu avait envoyés à un satellite, suggérant que l'appareil était encore en vol plusieurs heures après avoir disparu des écrans radars. Cette information a choqué tout le monde. L'avion a continué à voler sans être vu ni détecté pendant environ 6 heures, et sa localisation durant cette période restait totalement inconnue. Après de longues recherches, lors d'une triste occasion, le 24 mars 2014, le Premier ministre de Malaisie,
Najib Razak, a dû annoncer de très mauvaises nouvelles à la population. Il a déclaré qu'après avoir examiné avec beaucoup de soin les derniers signaux de l'avion disparu, même avec l'aide des spécialistes d'Amarsa et de la division britannique d'enquête sur les accidents aériens, le gouvernement était arrivé à une conclusion très difficile. Le dernier endroit où l'avion aurait dû se trouver était le sud de l'océan Indien. Cette zone est si vaste et déserte qu'il n'y avait aucun endroit où l'avion aurait pu atterrir en toute sécurité. Cela a mené à la douloureuse conclusion que l'appareil, avec toutes les personnes à bord, s'était abîmé en mer. Il semblait presque impossible que quelqu'un ait pu survivre à cet événement terrible. Les recherches continuent. Même après la déclaration du Premier ministre, les équipes qui cherchaient l'avion n'avaient pas encore abandonné. Elles ont continué à chercher avec détermination jusqu'en juin 2015, lorsqu'elles n'avaient malheureusement toujours trouvé aucun débris de l'appareil. Puis, le 29 juillet 2015, quelque chose de petit mais d'important s'est produit. Une partie de l'aile droite de l'avion, une pièce appelée flaperon, est apparue sur une plage des îles de la Réunion. Ces îles se trouvent très loin de la zone où les recherches étaient menées, à environ 3700 km à l'ouest de la zone de recherche dans l'océan Indien. Au cours des 18 mois suivants, des morceaux qui pouvaient provenir de l'avion ont commencé à apparaître sur des plages de différents endroits comme la Tanzanie, le Mozambique, l'Afrique du Sud, Madagascar et l'île Maurice. L'analyse la plus précise des parties de l'aile retrouvées sur les îles de la Réunion et en Tanzanie a apporté quelques indices sur ce qui s'est passé juste avant que l'avion ne disparaisse. Il semblait que l'avion n'avait pas été doucement guidé pour amérir par quelqu'un qui le contrôlait. Au lieu de cela, certains experts ont commencé à penser que le vol 370 aurait pu heurter l'eau violemment, descendant directement dans une plongée soudaine. En janvier 2017, la Malaisie, l'Australie et la Chine ont déclaré qu'elles devaient interrompre leur recherche officielle du vol 370. Ensuite, une entreprise américaine appelée Ocean Infinity a obtenu l'autorisation de la Malaisie pour poursuivre les recherches. Cette nouvelle phase de la recherche s'est poursuivie jusqu'en mai 2018, lorsque le ministère des Transports de Malaisie a déterminé que cet effort supplémentaire pour retrouver l'avion était également arrivé à son terme. Finalement, à la mi-2018, plus précisément en juillet, les autorités malaisiennes ont publié un rapport sur la mystérieuse disparition du vol 370. Ce rapport a été un fait important car il déclarait qu'il était peu probable que l'avion ait disparu à cause d'un dysfonctionnement interne. Au lieu de cela, le rapport suggérait que quelqu'un avait peut-être délibérément pris le contrôle de l'avion et modifié sa trajectoire. Cette affirmation a rendu l'histoire déjà intrigante du vol 370 encore plus complexe et a approfondi le mystère autour de ce qui s'est réellement passé. Après la disparition de l'avion, de nombreuses personnes ont commencé à spéculer sur ce qui aurait pu se passer. Un fait vraiment alarmant qui a été découvert, c'est que 2 personnes sont montées à bord du vol 370 en utilisant des passeports qui ne leur appartenaient pas, mais qui avaient été volés. Ce fait a inquiété beaucoup de monde. Interpol a confirmé que ces passeports figuraient sur sa longue liste de passeports disparus et volés. C'est un gros problème que personne n'ait vérifié ces passeports lorsque les passagers sont montés à bord. Ces 2 personnes ont acheté des billets aller simples auprès de la compagnie aérienne China Southern Airlines. Après cela, d'autres faits ont encore été découverts. Les 2 passagers étaient en réalité 2 jeunes Iraniens, mais âgés de 19 ans et l'autre de 29 ans. Ils sont venus légalement en Malaisie, utilisant leur vrai passeport iranien à la fin du mois de février. Certaines personnes ont commencé à suggérer que ces jeunes cherchaient peut-être simplement à aller vivre dans un autre pays en sécurité, ce qu'on appelle la demande d'asile. Le chef d'Interpol a même déclaré que l'organisation penchait pour l'hypothèse qu'il ne s'agissait pas d'un cas de terrorisme. Après tout cela, les autorités chinoises, américaines et malaisiennes sont tombées d'accord sur un point: il n'y avait aucun signe qu'une de ces personnes ait été impliquée dans un acte violent ou lié au terrorisme. Pourquoi aucune des victimes n'a-t-elle essayé de communiquer? À une époque comme la nôtre, où tout le monde communique et partage des informations en ligne, ce silence total est vraiment étrange et inquiétant. Personne dans cet avion,
qu'il s'agisse de vacanciers ou de voyageurs d'affaires, n'a envoyé le moindre message, passé un appel, partagé une photo ou dit quoi que ce soit sur Internet après que l'avion ait changé de direction. Ce silence a rendu le mystère encore plus grand et a laissé beaucoup de gens très inquiets quant à ce qui aurait pu se passer pendant le vol. Qu'est-ce qui les a empêchés de communiquer? N'arrivaient-ils pas à envoyer de messages? Ou ont-ils été, d'une manière ou d'une autre, empêchés de le faire? Il est possible que l'avion ait été trop haut pour que leur téléphone fonctionne, ou peut-être ont-ils essayé d'envoyer des messages, mais n'ont échoué. Ces possibilités rendent la situation encore plus intrigante. Après le changement de cap, le radar militaire a détecté quelque chose d'inhabituel concernant le vol 370. Il est monté à une altitude extraordinaire de 13,7 km, bien au-dessus de son niveau de croisière habituel. Ensuite, il est descendu à environ 7 km avant de remonter à 9 km. Ce mouvement erratique pourrait expliquer pourquoi les téléphones des passagers étaient hors service. Que les passagers aient essayé ou non d'utiliser leur téléphone pendant le vol, les altitudes extrêmes ont probablement empêché toute connexion avec les antennes relais au sol. L'itinéraire secret du capitaine. Un mois après la disparition de l'avion, les forces de police malaisiennes ont déclaré avoir interrogé plus de 170 personnes, y compris des pilotes et des membres des familles de l'équipage. Le capitaine Zahari Hamatch a été le principal centre d'attention, surtout si la perte de l'avion était confirmée comme étant la conséquence d'actions humaines. Les enquêtes sur la vie personnelle de Zahari ont révélé qu'il était marié, père de 3 enfants et qu'il vivait dans un quartier paisible avec 2 propriétés. Il possédait un simulateur de vol, qu'il utilisait fréquemment chez lui. C'est là qu'un détail suspect est apparu. Le simulateur contenait un itinéraire de vol similaire à celui du vol 370, se dirigeant vers le sud et se terminant sur une île isolée. Cet itinéraire, qui avait été supprimé, a été récupéré par des spécialistes qui ont remarqué sa forte ressemblance avec la trajectoire réelle du vol 370, alimentant les spéculations sur d'éventuelles intentions de Zahari liées à sa souffrance personnelle. Cependant, l'épouse de Zahari a réfuté ces suppositions, soutenue par des amis et des membres de la famille qui croyaient qu'il était trop dévoué à sa famille et à sa carrière pour nuire aux autres de cette manière. Pendant que l'enquête se poursuivait, la police de Kuala Lumpur a collaboré avec le FBI pour analyser minutieusement le simulateur de vol de Zahari. Malgré l'enquête, aucune preuve n'a été trouvée impliquant Zahari dans la planification de tout acte lié au vol 370. L'enquête s'est alors tournée vers le copilote, Farik Abdulhamid. Certains ont suggéré que Farik, peut-être accablé par des problèmes personnels, aurait pu prendre une décision radicale. Peut-être avait-il pris le contrôle de l'appareil, désactivé ses systèmes et s'était isolé dans le cockpit. Cela a alors donné lieu à certaines suppositions concernant la vie personnelle de Farik, notamment en ce qui concerne d'éventuelles difficultés dans ses relations amoureuses. Certains suggéraient qu'il était peut-être tellement submergé par des problèmes personnels qu'il a vu dans cet acte radical et horrible une échappatoire à sa propre souffrance. Mais il est essentiel d'examiner des éléments de la vie de Farik qui contredisent cette hypothèse sombre. Farik n'était pas un pilote comme les autres. C'était un homme profondément passionné, sur le point d'entamer un nouveau chapitre important de sa vie. Il était fiancé à la capitaine Nabira Ramley, une pilote de 26 ans travaillant pour une autre compagnie aérienne, et d'après tous les témoignages, leur relation était pour lui une grande source de joie et d'épanouissement. Ce mariage imminent suggère que Farik était un homme tourné vers l'avenir avec optimisme, pas quelqu'un qui cherchait à mettre fin à ses jours. De plus, la carrière de Farik représentait une part importante de sa vie, dont il tirait beaucoup de fierté et de plaisir. Ce niveau de dévouement met en lumière à quel point il accordait de la valeur à son rôle de pilote. En tenant compte de ces aspects de sa vie, il devient très difficile d'imaginer qu'il aurait pu choisir délibérément de commettre un acte aussi tragique. Même après une décennie, le mystère du vol 370 demeure. De nouveaux indices apportent de l'espoir, mais soulignent aussi tout ce qu'il reste à découvrir. Cette histoire ne concerne pas seulement l'enquête, mais aussi les vies perdues et la douleur des familles. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci.
À bientôt pour le prochain épisode.